Winamax présente Club Poker Radio. Et nous revoici toujours en compagnie de ShiShi et on a eu un petit... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Vale. Nous avons un petit turnover comme d'habitude. Nous avons remplacé Mateos par un autre Mateos. Nous avons le plaisir, c'est un véritable plaisir d'être joint ce soir par Adrian Mateos Diaz. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en français. Hello. I will try to speak in English because I can zero word in French. Zero word. Merci. Oh ouais. Ça veut dire c'est gracias en espagnol. Je fais la traduction. Merci beaucoup. Oui, enfin vous êtes plusieurs à traduire. Stéphane Matteux est avec nous ce soir pour, comme d'habitude, comme on a eu Mustapha à Marrakech, tu faisais la traduction. Traducteur professionnel. Bonsoir les gars. Merci beaucoup d'être avec nous, Steph. Avec plaisir. C'est toi qui va traduire. Première question. Tu peux lui poser. C'est toi qui poses les questions. Donc tu me poses les questions et je lui traduis les questions. C'est ça. Non, mais alors quelques petites questions. On est. We know you're doing a lot of interviews, but we have to ask you the question. No, not the contract. Not yet. Not the question. Not yet the contract. It's a second question. Surprise question. It's as usual. We have to ask you how you start your poker career, or you start playing poker. I started playing poker I discovered poker with 16 years old, watching a TV show, and I just love the game. So I started looking for information in my laptop. What is poker? How it's played and everything, and I just love it from the beginning. So 16 to 18 years old, I was studying so hard, like reading because there is not many things in Spanish, and I didn't speak English back in the days. So I read everything in Spanish, every poker forum, every video I can find in internet, and till 18 years old, then I can go to the casino, so I take my driving lesson as soon as possible, like insane. Like I go every day to take my driving lesson, and I go to the casino then and start playing there. And I was really lucky at the beginning. I won my first 500 euro tournament and my first. Yeah, we saw it. Your first tournament. My first 500 tournament. It's a win. Yeah, and then my first 1K tournament too. So I won both. And my first million tournament and my first. Yeah, and then I feel like I was winning in cash games too, like for 6 months, something like that. Good, and I decided to quit the university. I was studying economics and moved to London to become professional. So you play both cash game and MTT? At the beginning, yes, but now I play like 90% MTTs and only some cash life in the live stops like Monte Carlo. Alors on va faire une petite traduction pour les gens qui. We have to stop it once in a while because I have to. Même si on l'a tous compris, on va traduire pour les gens qui. Ouais, bah toi t'as tout compris. On a tous tout compris en fait. Alors il a commencé. Non, alors donc du coup il a découvert le poker à l'âge de 16 ans en regardant à la télé en fait. Il s'est passionné tout de suite pour la discipline. Il a trouvé ça génial. Du coup il a cherché tout ce qu'il trouvait comme documentation, comme info qui était disponible à l'époque, notamment sur Internet. Et du coup, il a été autodidacte, c'est-à-dire qu'il a appris le jeu tout seul, à lire tous les bouquins qui étaient disponibles, etc. Donc il dit de 16 à 18 ans, ça a été finalement une étude approfondie du jeu. C'est cours du soir, quoi. Voilà. Et dès qu'il a eu 18 ans, il a passé le premier truc qu'il a fait, c'est il a passé le permis pour pouvoir aller jouer au casino parce qu'il fallait absolument qu'il aille dans un casino. Et il dit qu'il a en fait le premier tournoi qu'il a joué, le premier 500 € qu'il a joué, il l'a gagné. C'était, je crois que c'est une 30 000. 30K? The first 30K and the first 1K is like 100K. Yeah. Voilà, donc il a gagné son premier tournoi à 500 €, il a gagné pour 30 000, et puis il a gagné son premier tournoi à 1000 € pour 100 000. Donc voilà. C'est tout pas mal pour démarrer. Il aurait pu s'arrêter là. Voilà. Et du coup, comme ça se passait super bien, il a décidé d'arrêter ses études. Il faisait des études d'économie et il a décidé d'arrêter ses études pour partir s'installer à Londres et puis devenir donc joueur pro de poker. Okay. And after a few months, you played WSOP Europe in Paris. Not Paris, Enghien-les-Bains. It's not the same. And you won your first million. The thing is, like, it was pretty quick, everything at the beginning. Then I moved to London in April 2013, and I play online. I have huge success at the beginning too online.
and play a couple of live stops, and then in October go to WSOP and win the main event. So it's like pretty good start of my career. Ouais, donc il disait il est parti s'installer donc à Londres en avril 2013 et effectivement il a gagné son premier énorme événement live qui était WSOP Europe à Anguin au mois d'octobre. C'est pas devant Philippe, non pas devant Fab Soul. Fabrice Soulier. In the head of Fabrice Soulier, right? Yes. Ouais, il est face à Fab Soul. Ouais. Je me rappelle, ouais, c'était. Et ouais, donc c'était pas mal aussi pour un premier. That was your first WSOP Europe? No. Yes. Ouais, ça aussi, donc c'était son premier WSOP Europe. Did you try to walk on the water after that? How much the buy-in? How much was it? 10,000 euros. You have 100% of your action in this tournament? Mostly, yeah. Hey, Close, like not 100, but big. it's a really quick gap. You play really fast, big buy-ins. Yeah, because like I started playing online so high and winning big online at the beginning. So I try to go to Monte Carlo, EPT. That festival is not going good for me, but it's fine. And then I can go to Las Vegas, so that's tilting because all my friends who live together go to Vegas. And You was under 21? Yeah, I have 18. So Yeah. Ouais, donc ce qu'il disait, ouais, j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement il gagnait beaucoup déjà online aussi, et c'est pour ça qu'il pouvait jouer déjà des tournois live assez chers. Et ouais, dans ce qu'il expliquait, c'est qu'il était très frustré parce que sa première année, il avait malheureusement que 18 ans, donc il pouvait pas aller à Vegas encore. Attends, 3 ans, mon gars. Quelle frustration, mon gars. quelle frustration, quelle vie frustrante. Ouais, It was horrible. Yeah, Oh my god. so c'était- sick. So sad, so sad. sick. So sad. Alors maintenant, tu vas lui poser des questions parce que je veux bien poser des questions. Mais non, c'était bien. Ouais, non, mais oui, mais là je. The questions were very good in English. Yes, right? but No, j'aime bien ok, ton bon, accent, d'accord, ça va d'accord, plaisir. ok. Justement, quand toi tu commences à jouer et que tu gagnes des grosses sommes, est-ce que assez vite de pas perdre la notion de l'argent, mais c'est-à-dire justement de ne pas avoir peur de jouer des gros buy-in, est-ce qu'il a donc très vite un peu perdu cette pression de l'argent, en tout cas la pression. Right. So his question is the fact that you, very early on you were able to win a lot of money and go up the stakes. How did that affect your relationship to money? Basically, did you feel like the money pressure kind of went away because you were able to win so much money right away? Tu vois, j'aurais pas pu dire. Yeah, Ça, j'aurais pas T'aurais pu dire right away. Ouais. Monnaie. Yeah, for sure. Like I don't know how I feel before because it all happened so quick. So I don't know what happened if I didn't win at the beginning. But yeah, I have big bankroll from the beginning, so I didn't have like the big pressure of money, and for sure that helped me. But the thing is, some people like will relax and didn't want to go up, and I was really ambitious and I want to go up in stakes and playing with the best in the world. I want to play 100k, 50k or whatever. So yeah, I have to put even more work than before if I want to compete with these guys. And till today. Yeah. Ouais, donc ce qu'il dit c'est intéressant, ça c'est vraiment à son image, enfin c'est comme ça qu'il est, c'est que il dit qu'effectivement c'était une chance pour lui de gagner tout de suite de l'argent parce que effectivement ça lui a un peu enlevé cette pression de l'argent, ça lui a permis tout de suite d'augmenter les stakes, mais en même temps comme son objectif lui il est hyper ambitieux et que c'était vraiment de se mesurer au meilleur et d'aller jouer les plus hautes limites, ça lui a juste permis en fait d'aller vers ça très rapidement sans passer par la case pour faire la compétition. Exactement, parce que lui en meilleurs, fait ce qu'il veut c'est juste être le meilleur joueur du monde quoi. Donc ça va, c'est bien au-delà de, bien sûr qu'il y a la notion d'argent, mais vraiment lui c'est un compétiteur, il veut être le meilleur et donc il savait que ça allait passer par là et effectivement il a réinvesti très vite tout ce qu'il avait gagné parce qu'il voulait monter les limites, etc. Et il a parlé déjà, enfin il parle tout le temps de ça, de la notion de travail quoi. Pour lui c'est oui c'est ça, on a commencé, on va y venir évidemment, mais justement pour parler de travail, nous il y a une question qu'on aime bien et c'est souvent ce qui fait la différence entre les joueurs de poker moyens et ceux qui deviennent les tops. Il y a ce qu'on appelle un petit peu le AA moment, le AA moment. Et justement, alors nous on a l'impression, enfin là depuis qu'il nous parle tout à l'heure, qu'il n'y en a pas vraiment eu, c'est-à-dire dès le début il s'est mis à fond dans le travail etc. Mais est-ce qu'il y a eu, enfin quel a été un peu le déclic où il s'est dit ok là je peux, enfin j'ai tout et qu'est-ce que je dois faire pour devenir un des meilleurs joueurs du monde? Okay, quel a été ce déclic? Quel a été le déclic pour passer de joueur un peu, on va dire moyen, à top? Okay, so the question is for you to take the step from being a good player to the
realization that you could be one of the best or the best, was there like a specific moment in your career or at any point where it came to your mind that you actually had a chance to become one of the best, or is that just something that you thought from the beginning when you first started? Like it's a process. Like you start playing tournaments and you face the best player in the world. As when you play higher and higher stakes, there are more and better players. So I feel like I'm playing with them online, I'm playing with them live, and I feel at the same level as them or higher. Some of them, some others, I feel that they are better than me. But I feel that I could compete with these guys. So I feel that I'm winning in this type of tournament, and that's why I play. That's all. Ouais, donc en fait, il semble pas qu'il y ait eu vraiment ce fameux haha moment, c'est-à-dire qu'en gros, il s'est rendu compte, comme il a pu monter les limites et affronter les meilleurs, il s'est simplement rendu compte au bout d'un moment qu'il était au même niveau. Alors il dit, il y en avait qui étaient meilleurs que moi, il y en avait où je me sentais meilleur, mais en tout cas, je me sentais assez fort pour rivaliser avec eux et pour me battre avec eux, et donc du coup, en travaillant, pour devenir éventuellement meilleur qu'eux. Ouais. At this time, who was your poker model in the industry, in the poker world? I never have like a poker model. Like I just try to copy all the best players. I really copy all of them. Like if I see a good move some good player made, I try to understand why he made that, and if I like it, I incorporate to my game. So always I'm trying to copy all the best in everything, not poker, like in everything in life. If people doing something better than me, I will try to copy, and that's my plan. Ouais, donc l'idée c'est qu'il n'a pas une idole ou un modèle particulier de joueur, mais par contre, lui, il est toujours à la recherche des meilleurs moves et de la meilleure façon de jouer, et d'essayer de comprendre pourquoi un move particulier peut être meilleur qu'un autre. Et donc du coup, il copie en fait, c'est-à-dire il réplique une fois qu'il a trouvé un move qui lui semble être bien, en fait, il l'intègre dans son un petit peu dans ce qu'il fait. Et mais du coup, ça veut dire qu'il peut trouver des moves un peu partout, c'est-à-dire qu'il étudie, il regarde, et quand effectivement il trouve que quelque chose semble bien fonctionner, il essaye de comprendre pourquoi, et il l'ajoute un petit peu à son arsenal. Alors il a dit ça, il a dit également qu'il le faisait dans la vie, justement. Aussi, est-ce qu'il a fait parce qu'on en parle très souvent, mais est-ce qu'il s'inspire d'autres choses pour un petit peu par ricochet améliorer son poker, c'est-à-dire tout ce qu'on parle d'hygiène de vie, c'est-à-dire la nutrition, le sport, le sommeil, etc. Est-ce que la méditation, la méditation, aussi, voilà. fait beaucoup. Est-ce qu'il bosse aussi beaucoup là-dessus? So the question is, given what you explained that you like to copy whatever works best, do you also do that outside of poker so that it helps your poker career? So in domains like sleep or healthy food or working out or things like that, or in life in general, are there things that you try to copy to become the best in poker also? I try to be open-minded and listen to everyone, but there are things that I don't like and I didn't feel like doing, and so of course I can do things better, especially like outside. Like I didn't meditate, I didn't train as hard as I would like to do because I don't have time, and you have to choose your priorities. So this kind of thing is not my priorities now, and put a lot of work in other things. But yes, I'm really open-minded, and I feel like when some people are doing great because of that, I'm okay maybe in the future to adapt. But nowadays I didn't put too much work in meditation or this type of stuff because I didn't feel like I really need it. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il est d'abord il est ouvert d'esprit, toujours comme on disait, à chercher ce qui semble fonctionner le mieux, mais que c'est vrai que pour l'instant il a quand même vraiment mis le focus et la priorité sur le travail pur poker, au-delà des trucs extra comme par exemple la méditation. Il est conscient, il dit c'est sûr que je pourrais probablement faire mieux, être un petit peu mieux structuré sur d'autres niveaux hors poker, mais pour l'instant mon choix c'est quand même vraiment de me focus sur le poker pur et de mettre ça comme priorité. Ouais. Alors pour arriver sur le sujet du travail qui semble être quelque chose de très très important dans sa carrière de poker, tout bêtement déjà, comment il travaille son jeu, et
qu'est-ce qui fait qu'il est aussi efficace. C'est-à-dire comment il travaille de manière efficace son jeu. On sait que le poker, c'est un jeu où il y a beaucoup d'informations que tu peux travailler. En fait, tu peux te disperser. Tu peux vraiment travailler 1000 choses et finalement rien travailler. Comment il est très efficace dans son travail. Et voilà. So on the notion of work in poker, which is very important to you, obviously, the question is, it's like two questions in one. But one is, how do you work on your poker? And second, part of that question is, what do you think makes you more efficient in the way you approach poker? In the way you work your poker. How do you explain that you may be more efficient than other players in the way you work your game? Like in the way I try to work in so many different areas. Like I put some work in my technical game with some software programs and stuff, but I also put a lot of work like studying my opponents. I think it's a big part of the game, especially when you are playing high rollers, when there are not many players. We are always the same 50 people or something like that. So I try to study them and try to understand how they think about poker. So I put a lot of time watching live streamings or final tables or online and live, and then just work in my technical game. And what make me different, I don't know. From the beginning, when I was a child, I always have a talent to play cards. Like I was playing cards with my parents and my grandparents since I was a child, and I was winning. I was way better than them, and with 12 years old. So maybe I have a talent for that, and also I'm really good at maths from at the beginning, and I think I'm good at reading people and how the people feel and something like that. Ok. Donc ce qu'il dit, c'est que alors il travaille son jeu de plein de manières différentes. Du coup, tu parlais de toutes les informations et les façons de travailler, mais en gros, il en a évoqué deux ou trois. Au niveau technique, il étudie le jeu avec les solvers, un peu comme beaucoup de gens font aujourd'hui. Voilà. Et il dit aussi qu'il passe beaucoup de temps à étudier ses adversaires. Mais alors lui, pour le coup, ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, comme il joue les super high rollers et qu'en fait on parle vraiment d'une population assez réduite, on parle d'une trentaine de joueurs, 30-35 joueurs peut-être, donc du coup ils se connaissent très bien, et c'est vrai que lui passe beaucoup de temps à étudier donc ces adversaires là, et quand donc soit en jouant contre eux, et aussi en regardant énormément de toutes les vidéos, de tous les streamings qui sont disponibles s'il est éliminé ou s'il n'est pas dans le tournoi, etc. Donc il étudie vraiment ces adversaires là, il passe beaucoup de temps, et ensuite pour répondre à la question qu'est-ce qui fait que lui travaille de manière peut-être plus efficace, il dit qu'en fait il pense qu'il a peut-être un peu un talent naturel pour ça, puisque dès qu'il était gamin, il disait, dès que je jouais, j'avais 12 ans, j'étais déjà meilleur, enfin je jouais avec ma famille et j'arrivais à les battre. T'as pas envie de jouer contre. Voilà, donc c'est lui, il devait être énervant. Moi j'ai joué contre lui. Donc il dit peut-être que j'ai un talent un petit peu supérieur à la moyenne par rapport aux cartes en général. Il a toujours été bon en maths, naturellement aussi, et il pense qu'il est plutôt bon pour lire les gens, pour il assimile aussi beaucoup les gens. Très vite et facilement les choses aussi. Ouais. Après moi, ce que je vais rajouter de mon expérience, c'est que ce dont il a parlé avant, là, le fait d'être très ouvert d'esprit et de copier ce qui fonctionne, ça c'est pour moi je pense que c'est probablement sa plus grande qualité. I'm diverging, I'll explain to you what I'm saying right now, but parce que effectivement c'est l'ouverture d'esprit et la capacité en fait d'abandonner certaines sur certitudes, le spot quelque chose qui parce qu'il a déterminé que finalement il y avait une meilleure façon de procéder. Il pouvait dévier, que c'était beaucoup. Ça c'est une qualité quand tu es aussi fort que lui déjà, qui est incroyable, parce que on se rend compte souvent les champions parfois ils sont bien sûr dans la quête d'amélioration, mais parfois ça met du temps de désapprendre quelque chose ou de laisser de côté quelque chose que tu as pu faire pendant plusieurs années. Mais lui clairement il peut abandonner un truc qu'il a fait depuis 2 ans si à un moment il arrive à la conviction que ça marche plus, qu'il faut faire autre chose. Dans la seconde il est passé à autre chose, quoi. Et ça pour moi c'est une vraie grande force aussi. Mais ça c'est mon je vais juste lui I was just saying that I think personally that one of your big qualities is that ability to copy what works, and also at the same time the fact that you're so open-minded that if you figure out that something you've been doing for however long, maybe 1 year or 2 years, it doesn't work anymore, there's a better way, you can right away change around and decide that okay, from now on I'm going to do this new strategy. And I think to me that's a huge quality in what you're doing. Yeah, I think that's a big mistake of many players is like
it's good to have ego in poker. It's good to have confidence, but you have to be ready to make mistakes, and you have to know that you are making a lot of mistakes every day. The best player is making a lot of mistakes because poker is so complex and there are so many possibilities. There are so many different sizings, so many different lines. So you have to be open-minded, and when someone have success, he probably play worse than you post-flop, but maybe he may play better than you pre-flop or in the river or whatever. So the thing is to be open-minded, to try to just to copy them and to try to understand why he's doing that, and even if they make another things really bad or you think they are really bad, they can do things better than you. So ouais, donc ce qu'il explique, voilà, ça, on est exactement dans ce truc-là, c'est que pour lui vraiment c'est hyper important d'être très ouvert d'esprit, d'accepter aussi, et ça c'est un élément clé, que le poker c'est un jeu d'erreurs par définition, qu'on fait tous des erreurs, et il dit tout le monde fait des erreurs tout le temps, plein, même les meilleurs joueurs, et du coup c'est important de rester justement ouvert d'esprit pour essayer de comprendre ce qui fonctionne mieux qu'autre chose à un instant T, de comprendre pourquoi ça fonctionne mieux, et ensuite d'être capable de l'intégrer rapidement dans son jeu si ça fonctionne. Ouais. Alors là on a parlé des high rollers, même des super high rollers, hein. Il a joué des 100 000, là en décembre il a joué le super high roller ball à 300 000, mais là on n'est pas là pour ça, là on est sur un 500. Et alors moi j'étais un petit peu à sa table hier, hein. D'ailleurs je sais que je l'ai impressionné, hein. J'ai volé une fois sa blinde. He stole your blind one time. Just one time. I played one hand. He stole your blind one time. You probably were in the toilet. Non mais c'est vrai que pour le coup, alors l'année dernière déjà il a gagné, c'est le tenant du titre. Il y avait 1200 joueurs cette année, là on en parlait tout à l'heure avec Mathieu, on va exploser, on va peut-être atteindre les 2000 joueurs, donc c'est assez énorme. Et comment il fait, moi c'est un petit peu ce qui m'a impressionné hier à la table, parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup observé. Il est ultra concentré, mais vraiment quoi, je dis pas ça pour lui faire plaisir, il est vraiment ultra concentré, alors qu'on est sur un 500 balles et tout le monde pourrait se dire il en a un peu rien à foutre. Il regarde tout ce qui se passe et comment il fait pour justement, est-ce qu'il est vraiment passionné du jeu, et en gros le buy-in on s'en fout, il veut tout le temps gagner quoi. Et est-ce que ça c'est valable tout le temps, même s'il fait une partie, mettons, en tout cas, comment il garde sa concentration sur un 500, comment il fait pour être justement motivé? l'enjeu est pas forcément clairement négligeable pour lui. So the question is, you're very known for playing all the super high rollers and the very expensive tournaments with like small fields, like 30, 50, 100 players. And what's really impressive to them is your ability on a tournament like this one, or last year the Sismix also, to come in for €500 buy-in, where there's going to be hopefully like 2,000 players. He said that he was very impressed with how focused you are and then how into the game you are, and basically how do you manage to stay so focused? Is it because you're so passionate about the game, because you just want to win everything, or how can you stay so focused? Yeah, that's the two main reasons. The one is like I'm really competitive, so I love to win. It's not only to win, like I love to go to bed every day thinking that I give my best. And there also I love the game. I just it's not hard for me to be playing poker many hours because I like it. So that's the two reasons. Ok, ouais, donc il dit de base c'est un énorme compétiteur, il adore ça. Pour lui en fait son objectif au-delà, alors il adore gagner, il a dit, mais au-delà de gagner, ce qu'il aime c'est d'aller se coucher en sachant qu'il a fait le mieux qu'il pouvait chaque jour. Ça aussi c'est super important. Et puis il dit qu'il adore le jeu tout simplement, donc il dit c'est pour ça que je peux rester aussi concentré, parce que le jeu me passionne et je peux passer des heures et des heures à jouer, et pour moi c'est pas comme du travail. Enfin, c'est du Toi en tant que coach de la team Wina, Adrien qui arrive, c'est la recrue parfaite ou pas? Oh bah ouais, bien sûr, c'est la recrue parfaite, parce qu'il est à tous les niveaux, j'ai envie de dire, parce qu'il est jeune, parce que c'est déjà un grand champion. Il a que 24 ans, on rappelle. Il a que 24 ans, il est arrivé avec nous, il avait... you were 22 when you started with Winamax, or 23? 23. 2017. I'm 24 now. Yeah, so you were 22. Ouais, donc il est, voilà, et moi quand je l'ai recruté, il a 22 ans, le mec, il avait déjà des millions et des millions de gains. Il est jeune, il est motivé comme tu l'as vu, il peut jouer à un tournoi à 500 balles comme il joue dans un tournoi à 300 000 avec la même envie de gagner. C'est un compétiteur,
par rapport à ce qu'on fait. Enfin, je veux dire que ce soit en termes d'image ou même juste de réalité de champion, bah tu vois, tu peux pas faire mieux, quoi. Mais comment il fait pour justement, alors il a 24 ans, mais finalement il a 24 ans, mais il a déjà une longue carrière, il a beaucoup de titres, il a tout gagné, il a plusieurs bracelets, il a gagné un EPT, alors, il a pas la triple crown, il a pas encore un WPT, mais le nul. Mais comment, enfin, justement, quels sont ses objectifs maintenant dans le poker? Parce que l'argent, il a gagné, je crois que j'ai regardé sur un Domum, il a plus de 17 millions et encore il n'y a pas les gains online, il n'y a pas tout ça. Ouais, c'est pas 17 millions. Bon, nous c'est ce qu'on prend en une année. Mais quels sont ses objectifs? Et toi justement qui travailles souvent avec ta team Wina sur les objectifs, comment tu travailles avec un joueur comme ça? Okay. So the question is, you're 24 years old, so you're young, but you already have a pretty long career, and you won almost everything. You don't have the triple crown, but it will happen when you win the WPT. It was the ooh moment. The moment, yeah. I finished fourth in one, so it's close. But so the question that they are asking is like, because you've already accomplished so much, what are your goals in poker? What are you trying to achieve so that you stay focused and motivated towards your goals? So what are your goals basically? To win as many tournaments as possible. Like, my goal is to feel like I'm a top player every year, because it's really hard to reach the top level, but could be even harder to maintain. Like, it's a group of few people, like 40 people, and they work so fucking hard, all of them. So to stay in this level is so hard. So that's my goal, to be a winner in the high buy-ins tournaments. Ouais, donc lui son objectif c'est ça, bon, il a atteint le plus haut niveau, donc lui il parle d'une quarantaine de joueurs, tu vois, on était dans le truc, et il dit le challenge pour lui et l'objectif d'année sur année, c'est de rester, en fait, de se maintenir à ce top niveau, de rester gagnant dans les plus gros tournois du monde et d'être compétitif au plus haut niveau. Donc il dit aujourd'hui c'est ça probablement le plus gros défi, c'est de se maintenir dans cette sphère, en fait, des meilleurs joueurs du monde. Ouais. You're now a superstar in poker. How does it affect your personal life? You know, you can. I imagine in Spain you're famous. You're famous in the world, but every time you travel to a poker tournament, you're gonna be with a lot of interview, a lot of I don't know, autograph of women. Yeah. A lot of pictures. Hey, we know because we have the same problem. Yeah. But every day. How does it affect your life, and how do you manage it? Well, when I go to the casino, people recognize me because they play poker, but it's fine. Like, normally people are pretty nice to me and just ask for a photo or have a little conversation. So I'm okay with that. And when I'm in Spain, like walking in the streets and something like that, I could go, no problem. Like, there are not many people who recognize me. If I go to a discotheque or something like that, it's more people, yes. Like, because they are younger, so the people normally, old people didn't recognize me, but like younger people, especially Dance at the Tempo, have many viewers in YouTube, and I make many interviews, like big ones in YouTube too. So more people recognize me, and now people ask for photos and stuff. But it's okay. I can do a normal life. You like it, or it's like a part of the job? I like it. Not every day, for sure. Like, there some days, like maybe especially when I'm like partying and I'm drunk and with my friends, and someone try to just, if he's nice, no problem. But he's trying to be like so. When you're drunk, the guy is. Probably he's drunk too. Sometimes it's a little bit annoying, but like 95% of the time it's good. It's no problem. Ouais, donc généralement, donc il est effectivement reconnu beaucoup, en tout cas dans le monde du jeu, des casinos et tout ça. Donc ça lui arrive souvent que les gens viennent le voir, lui demandent des photos, des selfies, des autographes, etc. Mais il dit en général ça reste quand même assez light. Enfin, les gens sont cool, ils sont pas chiants avec lui. Il dit dans la vie de tous les jours, il est malgré tout très peu importuné. Il dit que c'est pas encore vraiment une image grand public où il est très connu. Ça arrive un peu plus souvent en boîte de nuit en Espagne, parce que c'est des gens un peu plus jeunes, etc. Donc il est un peu plus reconnu, comme il y a quand même pas mal de choses, notamment dans la tête d'un pro, les vidéos sur internet, etc. Voilà, donc il dit globalement, en général ça le
dérange pas, c'est pas relou. Parfois ça peut l'être un peu, surtout quand il a envie d'un peu plus d'intimité, genre s'il fait la fête avec des amis, qu'il a envie de picoler, de faire le con, etc. Parfois ça peut être un peu relou, mais globalement ça le dérange pas, non. Alors il a parlé de dans la tête d'un pro, en la mente de un pro. Comment tu dis? En la mente de un pro. C'est comme ça en espagnol? C'est comme ça qu'on dit en espagnol. Ouais. Pro. Et alors ça justement, c'est vrai que c'est le contenu phare de Wina. Tous les pros passent par là et on en a parlé. Il joue des fields très petits. Est-ce que pour lui ça n'a pas été un peu une crainte justement par rapport à ça de dire je vais dévoiler un petit peu mes process, ma façon de penser? Ok. Yeah, so the question is about dans la tête d'un pro. I don't know if you understood it, but so they say en el cabeza en la mente de un pro. C'est pas en la cabeza. No. En la cabeza del pro. So the question is, because your goal is to be competitive among those 40 players, the super high roller players that you always play against, he's asking if you were kind of afraid to show your thinking process to those guys, because you were going to appear on the show and explain, how you were thinking and your strategies. Was that something that was like scary to you to actually disclose your strategy? Of course, it's like not good for me, but I think it's not big deal because especially most of the guys didn't speak Spanish, so that's the first reason. And then it's only a few hands, and poker have many possibilities. And if you watch me playing 30 hands, 40 hands, you know how I play and you can learn something for sure, but for an opponent it's so hard to know that if I bet 80% of the pot here I always have it or not. He's not going to exploit you. Yeah, it's not enough sample, and even I change my games every month, so it's so hard. If I make a video for Lanzarote Pro like 6 months ago, probably I play different now, so it's not a big ça sert à rien de... I'm not agree with you because I watch dans la tête d'un pro and I take you one blind yesterday. Yes. So it's pretty efficient for me. You have to work on your big blind fold game. Ouais, donc sa réponse c'est que oui, c'est pas optimal le fait qu'effectivement il explique son process, etc. devant les caméras, mais il dit en même temps d'une part la plupart de ses adversaires ne parlent pas espagnol ou français d'ailleurs, donc ils vont pas forcément comprendre de quoi il parle, et de deux l'échantillon finalement est quand même très petit du nombre de mains qu'on voit, donc il dit c'est pas s'il y a 30 ou 40 mains qu'on voit que les mecs vont pouvoir déduire exactement mon style. Et de 3, il dit de toute façon mon style il évolue chaque mois mon style, donc c'est pas parce que j'ai ce qu'on a filmé il y a 6 mois et qui est sorti là qu'on m'a vu faire que je fais forcément la même chose aujourd'hui. Donc voilà, l'un dans l'autre, quand tu mets tous ces éléments ensemble et le nombre de fois où il réévalue, il se réadapte lui-même, c'est pas si problématique que ça. Moi on va pas tarder à terminer cette interview, mais j'ai quand même il y a une main qui existe d'Adrian, c'est la main contre Johnny Loden. PT Monte Carlo. Johnny Loden, and it's one of the most famous and you play because it's famous in the poker world. Ça m'a toujours, tu vois, dans tout le monde du poker, ce qui me fascine, c'est cette capacité quand on joue pour des montants incroyables et qu'on est jeune, de trouver la force. Tu vois, de dépasser sa peur et de mettre son tapis au milieu dans un, tu vois, et voilà, je veux savoir comment à ce moment-là je sais plus à combien left on est, mais on est en TF, à 20 left peut-être, je sais plus. How many players were left when you played that hand against Johnny? Four left. Comment il trouve, est-ce qu'il trouve la force ou c'est vraiment juste c'est le move à faire là. Okay. Voilà comment il. So the question is when so you're down to 4 players, you're very young, there's a lot of money at stake. How did you feel, or how did you find the strength to go for a bluff there? Was it something that you did because you just thought it was the right move, or did you have like a lot of emotions going on? Were you scared? Like how did it feel? How did you find just the energy or the strength to pull such a bluff there? Yeah, when I play poker, I try to don't think in how much money I'm playing for, and just try to make the best decision I could make. And this hand is pretty weird, especially his line. So I was pretty sure that he didn't have a strong hand. So I go for my instincts and try. I have okay hands to float and to bluff with, and I'm really
sure that he doesn't have a strong hand. So Yeah, but he was tanking a lot, and it probably was so close to making a very big call. In the river, I put him in this exact hand or like 5 or 4. What, like pocket fives? No, pocket fives. Yes, there's 2 hands that make sense, like 3s or 5s or something like that, are exactly the same. And I was so sure because after this hand, I got my friend Sergio Aido was railing me, and he said, "Wow, he fold trips," and I said, "No, he have 5s or 3s for sure." I said, "No, he didn't tank so long for that." And I said, "Do you want to bet?" And we bet like 200 euros. Okay, 200 euro. I was scared. Because I'm sure that, and then we watched the replay and he had 5, so I win the bet. But I was so sure with my read in this hand, so I go for it. Donc ce qu'il explique déjà, c'est qu'il a toujours fait l'effort d'essayer de faire abstraction complètement des montants pour lesquels il joue, quel que soit le moment. Donc ça fait clairement partie d'un exemple comme ça. Et puis ensuite, il explique que pareil, dans sa façon d'aborder le jeu, il veut faire confiance à son instinct. Il dit cette main particulièrement, la line était très bizarre. Et du coup, lui, il avait dans la range qu'il donnait à l'Oden, il n'y avait pas beaucoup de mains qui faisaient du sens pour Adrian, à part justement paire de 5 ou paire de 3. Et puis lui, il avait une main parfaite pour float. Voilà, aussi. et que lui, il avait une bonne main pour float, et que du coup, tout simplement, ça lui semblait être le bon move à ce moment-là, et c'était son read, et que du coup, il a décidé d'aller au bout de son read. Et du coup, pour valider, c'est vrai que ce qu'il expliquait, c'est qu'il avait donc il y avait Sergio Aido, là, son pote qui le railait, et qui à la fin du coup lui dit potin, pour qu'il tank aussi longtemps, il a dû folder trips au moins. Et Adrien lui dit non, c'est sûr que non, il peut avoir que paire de 5 ou paire de 3 ici, et ils ont parié 200 euros, et effectivement ils l'ont vu qu'une fois qu'il y a eu le replay, et il a gagné 200 euros de plus en plus de l'EPT. Le price pool ça lui suffisait pas, tu vois. Triton Series? What? Triton Series? What happened? Are you gonna play the Are you Triton gonna play series in Macau? the Triton Series in Macau? Or in every place? Yes, like sometimes I play the Triton series. I didn't play in the last one in Montenegro. Montenegro, no? The problem with Triton series is they love short deck. And you don't like? I don't play short deck, so it's hard to go there for 20 days and like half of the tournaments are short deck. So that's a big problem for me, but yes, I will play some of them for sure. That will be a goal for you to learn how to play short deck, or it's not in the, il aime pas là. goal? You don't like short deck. The thing is, I feel like I can compete with the best in short deck because they are like a group that studied together and they are genius. Like, for example, Ike Haxton or Ben Toller and this type of guys are way smarter than me, and they are fucking genius. So they create softwares and things to learn. So I can compete with that. So the good thing about No Limit Hold'em that everyone can compete with the same because all the tools are available for everyone. So I can learn too. But these guys is so hard for me to compete at high level with them. So I put my effort in No Limit Hold'em. Ouais, donc du coup les Triton Series, ce qu'il explique, c'est que pour lui le problème, c'est que quasiment la moitié des tournois sont en short deck maintenant, que lui il joue pas le short deck, tout simplement parce qu'il estime qu'il y a des joueurs qui sont très très forts déjà et qui ont pris beaucoup d'avance, comme Isaac Axton ou Ben Toleren, qui ont déjà développé des outils qui sont pas disponibles à tout le monde. Et voilà, il dit en toute humilité qu'il trouve que ces mecs-là sont d'abord plus intelligents que lui, et en plus ils ont pris de l'avance, et que donc il peut pas vraiment rivaliser avec eux, et que pour le coup c'est pas le cas du No Limit Hold'em là où tout le monde a accès aux mêmes outils, et que pour le coup il se sent encore compétitif là. Donc effectivement il est pas sûr de jouer toutes les Triton Series, parce que partir dans un festival pendant 20 jours pour jouer seulement la moitié des tournois, ça fait pas forcément autant de sens que voilà. Moi j'ai une dernière question, après je sais pas toi ShiShi, je voulais juste te poser une question sur un joueur dont moi que j'adore, a player I'm a big fan of, it's Linus Love. You know him. He's start playing some tournaments. What do you think of him? And what do you think the cash game player can comment les joueurs de cash game s'adaptent au MTT, surtout des génies comme lui? Est-ce
est-ce que lui, il a quelque chose à prendre d'eux? Qu'est-ce qu'il pense de ce joueur? Okay, so the question about him is how do you think, in general, how do you think cash game players adapt to MTTs, and what do you think guys like this guy can teach you, or what can you learn from those guys? Okay, well, first, like, Linus is a fucking genius. Like, that's for sure. Like, he probably the best or one of the best cash game player in the world, and that's so difficult. So they play really good cash games and also tournaments. The thing is with cash game and tournaments is that most of the cash game players underestimates how the game changes and how the difference are with tournaments. So they normally cash game players study more and put more effort in his game, so they feel better than tournament players, especially post flop. But the thing is they are really good at 100 big blinds or 50 big blinds. If they didn't work in his game with ante, that changed a lot, and didn't work in his game 20 big blinds, 50 big blinds, 30 big blinds, especially in the high stakes when the professional didn't make big mistakes, they can win. Like a cash game player that, and happen too often that many really good cash game players try to play 100k and they don't win. Like because they are losing players in the 100k because the entity players are really good, and maybe the cash game player is a little bit better in the first levels, but the edge that the MTT players have with the ICM and the short stack game and all this stuff is so hard, like to compete with that if you never study this. So I think the top player probably studied, will, like Linus for sure. I play with him. I know how he improved a lot in MTTs lately because he studied a lot too. So he will be really good because he's a genius. But there are some players that didn't work in tournaments strategy and they are not that good, especially in really high stakes. Like, they think they are good, but they are not. Not enough. Not enough. Just not they enough. are really good in some Early things, stage, but the thing is, when you are playing for big amount of money, is when you are short stack most of the time, or final tables and like ShiShi, short stack. But it's not the final table. We're gonna play. Like, and the thing, like they underestimate how important the MTT study is for them. Ok, donc ce qu'il dit, c'est que bon, d'abord, il montre beaucoup de respect pour ce joueur. Il dit c'est un génie, il est super fort, il n'y a aucun doute là-dessus. Il dit qu'il a l'air de travailler beaucoup justement son jeu MTT pour essayer de faire la transition du cash game vers le MTT. Maintenant, ce que lui a observé au fil du temps, quand des très gros joueurs de cash game se mettent au MTT, c'est que très souvent, là où ils ont des leaks, c'est sur le jeu, en fait, tous les blocs qui sont pas sans bébé deep. Parce 50 blindes, ouais. Voilà, entre 50, 25, etc. Parce que ce qu'il explique, c'est qu'en fait, c'est là où se jouent en général les plus gros montants, les plus gros enjeux. C'est pas quand on a 100 blindes d'average, c'est plutôt quand ça se joue à 25 blindes, quand on est 4 lefts ou 30 blindes ou 40 blindes d'average. Et qu'il pense qu'il y a pas mal de joueurs de cash game qui sous-estiment justement l'importance de l'adaptation, de l'ICM, etc. Donc il dit ils sont souvent plus compétents que les joueurs de MTT quand c'est post-flop et en théorie, et en tout cas quand c'est du jeu deep. Et par contre, ça leur coûte beaucoup d'argent d'être moins compétents quand t'es plus short, quand t'es dans des blocs à 50 BB et en dessous, parce que c'est là vraiment que les tournois se jouent, et c'est là qu'il y a des gros écarts financiers, et c'est là du coup que les spécialistes de MTT dans les high stakes prennent un edge qui est important. Ouais. When are you going to Vegas? On Tuesday. When? 6 days or 5 In days. 6 days? Ouais, direct. Okay. Dès qu'il a gagné ici, il part à Vegas. So it's going to be, I think, I imagine a big schedule. Yeah, I will play like 25 days straight, then I will take a 10 days break. A 10 hours break. And 10 days break in the middle, and then another 25 days or something like that. It's like full 2 months, but I will take 10 days in the middle as a break. Ouais, donc 25 jours de jeu, 10 jours off et re 25 jours. Et puis c'est vrai qu'à Vegas, il fait les series et il joue aussi tous les high rollers à l'Aria là, qui a tous les jours. Donc il fait lui. Tous les jours, c'est tous les jours des. It's almost every day the high rollers at the area, right? Yeah. Like, yeah. You have 10 000, 25 000 tous les jours. every day you have something to play. Like if it's a good
tournament in World Series, normally it's not a tournament in the area, but if not, like you have 10Ks or 25Ks Every day? Mostly every day. Et en fait, c'est des sit and go avec les mêmes joueurs. Ouais, c'est ça. Ils sont 30. There's like 35, 40 players every day, right? Last Sometimes year, a little more. most of the tournament are 25K, so there are like between 25 and 45 players. But this year, most of the tournaments are 10K, so I expect like 70 players, 60 players, something like that. Ouais, donc il joue tous les jours non-stop quoi, quand il est actif. You're gonna play only No Limit Hold'em? Yeah, I only play No Limit Hold'em. I don't put. The thing is, I'm really competitive, and I don't want to play a game that I'm not really good at. And to be really good at any game, you have to put a lot of hours of work, and I think it's not EV plus for me. It's not worth, and I think these hours I could put in Holden is make me more money. But you know Romain Lewis, he doesn't know PLO and make every 2 second place. And yeah, like he probably work in his game a lot. Like he's a good player. Or maybe he's just a chatard. You know Chatard? You know chatard? Chatard. No. It's like a lucky player. Fucking lucky player. Merci beaucoup Steph. On va vous libérer. Merci beaucoup Adrian. Le Sismix, on est en plein milieu là, hein. C'est pas encore fini. Ouais. How many big blind do you have? I don't know the blind for the two, but I have 300,000. Il a 300K. C'est quoi l'average? Like 40 blinds. Et l'average c'est combien? L'average 3,7, I think. c'est 200 000 je crois l'average. Okay. 200 is the average and you got 300. Something like that. It's a tough lineup. Let's see. Especially with the ShiShi in the big Give blind. me more big blinds and we're gonna play. Merci beaucoup Steph. Nous on se donne rendez-vous demain pour une autre émission de Club Poker Radio. Et puis écoute, good continuation. Comment on dit en espagnol? Buena suerte. Vaya comme Dios. Non, c'est pas Vaya comme Dios. J'ai vu ça dans un film. See in the movie. So thank you very much. Thank you. Bye bye. Gracias. Take care. Bye bye. Bye bye.